Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le bilan d'une réunion axée sur la lutte contre le terrorisme en Somalie, un rendez-vous organisé à Mogadiscio et qui a vu la participation des ministres de la Défense du Kenya, de l'Éthiopie et de Djibouti. Objectif, élaborer une stratégie pour lutter contre le groupe terroriste Al-Shabaab. La grande messe du pape François célébrée à l'aéroport de Ndolo en République démocratique du Congo. Devant plus d'1 million de fidèles, le souverain pontife a appelé à la paix et au pardon. Un message de réconciliation délivré à l'heure où le conflit perdure dans l'Est congolais. Et puis la signature d'un accord entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Le pays devrait bénéficier d'un financement de 74,6 millions de dollars décaissés au titre de la facilité élargie de crédit. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ensemble pour la nature, tel est le thème du forum Notre futur dialogue Afrique-Europe qui s'ouvre ce 3 février en Algérie. Jusqu'au 5 du même mois, table ronde et conférences sont au programme de ce rendez-vous organisé par l'Institut français. Un forum qui s'inscrit dans la continuité du nouveau sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier en 2021. Entrepreneurs, activistes ou encore architectes y prennent part. Les discussions devraient être notamment centrées sur la production et la consommation durable, mais aussi sur l'habitat de demain. Quelle stratégie adopter face à la menace terroriste en Afrique de l'Est? La question était au cœur d'une réunion organisée le 31 janvier à Mogadiscio en présence des ministres somaliens, kenyans, éthiopiens et djiboutiens de la Défense. Leur objectif, redoubler d'efforts pour faire face au groupe terroriste Al-Shabaab qui sème régulièrement la terreur en Somalie. Joël Ballot. En Afrique de l'Est, la menace terroriste la plus grave provient de l'organisation djihadiste Al-Shabaab et des groupes qui lui sont affiliés. Malgré les efforts consentis par l'Union africaine au cours de la dernière décennie, le terrorisme gagne du terrain grâce à l'instabilité politique et aux conflits internes. Au cours du sommet des États de première ligne en Somalie, qui s'est tenu le 1er février 2023, le président kenyan William Ruto a déclaré que la progression du terrorisme appelle à une stratégie globale et commune. La proposition du président William Ruto de lutter globalement contre le terrorisme arrive à bon point dans ce sens que pour pacifier ces pays, il faudrait combiner les moyens militaires de la Somalie, des pays voisins, dont notamment le Kenya qui constitue involontairement la base arrière des terroristes, de l'Union africaine et pourquoi pas de l'ONU. Mais il faudrait aussi des moyens économiques. À l'instar du Kenya, l'Éthiopie et Djibouti soutiennent les efforts de la Somalie dans la lutte antiterroriste et la levée de l'embargo sur les armes de l'ONU. La Somalie, qui mène une guerre ardue contre le terrorisme, espère, grâce à la levée de l'embargo de l'ONU sur les armes, renforcer la riposte et les capacités opérationnelles de son armée. Le président William Ruto qui parle est le président du pays qui constitue involontairement la base arrière des terroristes et une action combinée déjà entre la Somalie et le Kenya peut aider à résoudre ce problème. Depuis son entrée en fonction en mai 2022, le président somalien Hassan Mohamoud a lancé une offensive majeure contre les militants d'Al-Shabaab qui a vu des parties de la Somalie libérées des mains des terroristes, entraînant toutefois des pertes en vies humaines et de nombreux déplacements, principalement en Somalie et au Kenya. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin, c'est l'appel lancé par le pape François à l'occasion de sa visite en République démocratique du Congo, première destination de sa tournée africaine. Parmi les temps forts de sa visite, une grande messe donnée ce 1er février à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Paix et pardon étaient notamment au cœur de son homélie à l'heure où le pays est secoué par une crise sécuritaire dans l'Est. Mildred Yamou. Le pardon, la communauté et la mission, 3 piliers pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, selon le pape François, qui a effectué le 1er février 2023 sa 2e journée intercongolaise dans le cadre de son 40e voyage apostolique. Il a affirmé, alors qu'il présidait une messe ce même jour à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, devant plus d'1 million de fidèles. Le souverain pontife s'est dit engagé à accompagner la communauté congolaise. À vous, chers habitants de l'Est, je veux vous dire que je suis proche de vous. Vos larmes sont mes larmes, votre souffrance est la mienne. Frères et sœurs, l'Église est et sera toujours de votre côté.
Dieu vous aime et ne vous a pas oublié. Plus tard dans la journée du 1er février, à l'Annonciature apostolique de Kinshasa, le pape François a rencontré plusieurs victimes des conflits à l'est de la République démocratique du Congo et des représentants de certaines organisations caritatives. Notons que 2 provinces de cette partie du pays, le Nord Kivu et l'Ituri, sont placées sous état de siège depuis mai 2021 par le président Félix Tshisekedi en raison de la montée des violences. Les victimes ont porté leurs souffrances au pape. J'ai 13 ans. Élève de l'école primaire Chamboko, je pardonne au bourreau qui m'a kidnappé pendant 9 mois pour qu'il libère les autres enfants qui sont encore dans la brousse. Tout en déclarant son ferme soutien aux victimes des conflits à l'est de la République démocratique du Congo, le pape François a lancé un message clair aux acteurs des violences et dénoncé les actes de viol, de massacre, de destruction et l'occupation des villages. Dans l'actualité également, l'arrestation au Cameroun de plusieurs personnes suspectées d'être impliquées dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Une information divulguée ce 2 février par le ministre d'État et secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngogo. La même source précise que ces arrestations résultent des investigations menées par une commission mixte d'enquête gendarmerie-police. Il ajoute par ailleurs que les auditions sont en cours et que, je cite, « les procédures judiciaires qui s'en suivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes impliquées ». Pour rappel, Martinez Zogo a été enlevé le 17 janvier dernier dans la banlieue de Yaoundé. Celui qui était le directeur général de la radio privée Amplitude FM dénonçait régulièrement à l'antenne des affaires de corruption qui mettaient en cause des personnalités connues. 74,6 millions de dollars, c'est le financement que le Fonds monétaire international devrait octroyer au Cameroun. Une enveloppe qui résulte d'un accord conclu à l'issue d'une mission d'une délégation du FMI effectuée dans le pays durant le mois de janvier. Dans un communiqué, l'institution estime que le Cameroun a fait preuve d'une certaine résilience face au choc du coronavirus, affirmant par ailleurs que la croissance devrait atteindre 4,3% en 2023. Nathalie Mou. Le Cameroun et le Fonds monétaire international FMI sont parvenus à un accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC et du mécanisme élargi de crédit, a informé un communiqué de l'institution de Bretton Woods du 30 janvier 2023. Le Cameroun aura accès à un financement de 55,2 millions de droits de tirage spéciaux équivalent à environ 74,6 millions de dollars dès mars 2023. Le Cameroun a démontré de la résilience face au choc de la pandémie du Covid-19. Après une augmentation de 3,6% en 2021, la croissance du PIB réel devrait s'établir à 3,4% en 2022. L'inflation globale devrait atteindre 6% en fin 2022, essentiellement tirée par une hausse des prix des produits alimentaires consécutive à l'accroissement des coûts d'importation et des pressions sur l'offre intérieure. Les autorités ont exprimé leur engagement constant à maintenir la stabilité macroéconomique et à réduire davantage le déficit budgétaire primaire hors pétrole à 2,2% du PIB afin de contenir la dette publique à 43% du PIB en 2023. L'accord entre le FMI et le Cameroun porte sur les politiques économiques. Pour conclure, la 3e revue du programme appuyé par la FEC, dans un contexte où le pays affiche des perspectives positives pour l'année 2023. Bon, à ces problèmes structurels, il y a aussi les problèmes de bonne gouvernance. Donc, oui, à l'aide financière, du FMI, mais cette aide financière devrait être utilisée, de façon efficace en se concentrant sur les infrastructures telles que l'énergie et les routes afin d'augmenter notre productivité de notre économie. Ce 1er février 2023, la première répercussion de l'accord entre l'État camerounais et le Fonds monétaire international est visible. Dans les stations-service, les prix du carburant à la pompe sont en hausse de 15,8% pour le super et 31,11% pour le gasoil, passant respectivement de 630 francs CFA à 730 francs CFA et de 545 francs CFA à 720 francs CFA. Ce renchérissement est consécutif à la réduction de 50% de la subvention sur les produits pétroliers instruite par le chef de l'État Paul Biya sur proposition du FMI.
L'actualité sportive à présent avec un point sur le championnat d'Afrique des Nations de football. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue. Bonjour Kamesh. José, avant la finale prévue ce samedi, quel est le programme ? Oui, alors regardons d'abord le tableau avec les finales, la 3e place et la grande finale. Ce vendredi 3 février à 20h, stade Miloud à Défi d'Oran. Donc il y aura Niger contre Madagascar. Et samedi 4 février, la grande finale à 20h30, 19h30 GMT, qui se jouera au stade Nelson Mandela. Et l'homme au sifflet a été dévoilé. Il s'agira de l'arbitre gabonais, M. Pierre Ghislain Hatcho, qui a déjà pu officier lors donc, du deuxième match de l'Algérie face à l'Éthiopie, remporté par l'Algérie, 1-0. Alors, en image maintenant, nous allons nous attarder sur les équipes qui vont disputer cette 3e place ce vendredi 3 février avec d'abord le Niger. Le Niger qui est en phase de groupe a joué 2 matchs en faisant match nul contre le Congo, 0-0 et bat le Cameroun à la surprise générale 1-0. En quart de finale, le Niger surprend encore en battant le Ghana 2-0 et se fait éliminer en demi-finale après avoir été écrasé par l'Algérie 5-0. Autre image, eh bien, c'est Madagascar qui est en phase de groupe, victoire contre le Ghana 2-1, gagne le Maroc par forfait car le Maroc a déclaré qu'il n'a pas pu venir et le Soudan que le Madagascar bat 3-0 en quart de finale. Le Madagascar élimine Mozambique 3-1 et en demi-finale, les Malgaches se font stopper par le Sénégal sur le score de 1-0. Vous l'avez dit José, le Niger et Madagascar se disputent donc la 3e place de la compétition avec une belle cagnotte en jeu. José, vous avez également recueilli quelques déclarations. Exactement, après la lourde défaite 5-0 donc face à l'Algérie en demi-finale, le Niger vise la 3e place de ce championnat. Le Niger avait atteint les quarts de finale de cette CAN au Soudan, mais n'avait pas réussi à sortir des phases de groupe 5 ans plus tard, et au Rwanda et au Cameroun. Écoutons le sélectionneur adjoint de cette équipe du Niger. La compétition est longue. Nous devons récupérer physiquement. Certains nous sont apparus à bout de souffle lors du dernier match. Ce que je peux vous garantir, c'est que nous allons présenter la meilleure équipe possible face à Madagascar. Et puis éliminé à la course à la victoire finale par le Sénégal, Madagascar veut sortir par la grande porte. Le sélectionneur a exprimé la volonté de son équipe de terminer ce championnat d'Afrique donc des Nations d'Algérie 2022 sur une bonne note. Nous l'écoutons. C'est un match très important pour nous. Nous nous sommes bien reposés et les joueurs sont motivés pour jouer ce match et donner plus de joie à nos supporters qui nous ont soutenus tout au long du tournoi. Nous avons une dette envers notre pays. Et vous avez parlé de cagnotte, Kamesh, la Confédération africaine, qui a annoncé une augmentation significative, 60% donc de la cagnotte. Le montant total des prix alloués pour le tournoi a été porté à 7 900 000 USD contre 4 450 000 pour la dernière édition. Alors, le vainqueur de cette 7e édition recevra la somme de 2 millions de dollars contre 1 250 000 $ pour le précédent championnat. Et puis, le finaliste recevra 800 000 $, tandis que les équipes classées 3e et 4e recevront 500 000 $ chacune. Les quarts de finalistes recevront 400 000 $ chacun, tandis que les 2 pays qui termineront 2e dans les groupes de 3 équipes gagneront 300 000 $. Les équipes les moins bien placées, de tous les groupes recevront 200 000 $ chacune, Kamesh. L'analyse des spécialistes à présent, José. Oui, l'analyse des spécialistes, il s'agit d'Éric Rabé-Santana, qui est malgache, qui a joué au Paris Saint-Germain, ancien entraîneur de Madagascar. Écoutez ce qu'il nous a confié. Les performances collectives et le jeu déployé par les différentes nations. On voit le Niger qui est aussi récompensé par son bon travail. Il y a des phases de jeu offensives sur les buts, sur les constructions dans le jeu qui sont très intéressantes. Donc ça montre qu'il y a une base de travail qui est bien réalisée et qui permet justement à ces joueurs-là, avec le bagage technique qu'ils ont, de performer. Donc c'est plutôt intéressant pour l'Afrique et puis pour tous les pays qui sont encore en compétition. Et enfin, José, vous nous faites un point sur le tirage au sort de la CAN des U17. Oui, tout à fait, avec des tableaux de tirage au sort de cette CAN supervisés par Khaled Nassar, responsable senior du département des compétitions de la CAF, le Congolais Erita Ulonga et l'Algérien Barim
Bekachi. A noter que le tournoi se déroulera du 29 avril au 19 mai. 3 stades ont été choisis. Alors, tout d'abord, à la lecture du tirage pour le groupe A, l'Algérie, entraînée par Reski Rahman, aura fort à faire face au Sénégal. Des belles rencontres en perspective. Stade Nelson Mandela à Alger pour ses équipes avec le Congo et la Somalie. Pour le groupe B, eh bien, ça paraît très compliqué avec le Nigeria, double vainqueur de l'épreuve, le Maroc, l'Afrique du Sud et la Zambie. Ces équipes seront basées à Constantine. Et puis le groupe C pour terminer, où le Cameroun, double vainqueur, doit démontrer si le foot chez les cadets est en plein progrès. Mais c'est un groupe compliqué avec le Mali, double vainqueur également. Les jeunes aigles sont très forts, de Burkina Faso à suivre, ainsi que le Soudan du Sud. Donc il faudra se méfier. Les 4 demi-finalistes sont qualifiés pour la Coupe du Monde des U17 de la FIFA qui aura lieu au Pérou du 10 novembre au 2 décembre 2023. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.